on n'a pratiquement aucune image de l'extermination des Juifs prise dans l'enceinte des centres de mise à mort, à l'exception de deux séries qui sont bien connues. La série de photographies dite de l'album d'Auschwitz, qui est un reportage photographique qui a été pris en mai 1944 au moment de l'arrivée des convois de juifs hongrois sur la rampe de Birkenau, et puis les 4 photographies clandestines prises par les membres du Sonderkommando à Birkenau en août 1944. À l'exception de ces 2 corpus de photographies, on n'a pas d'images prises, je dirais, dans le périmètre de la chambre à gaz, d'où l'idée que c'est un événement sans images. Pour autant, on a de très nombreuses photographies et plans filmés de la persécution, de la déportation et de la phase de ghettoisation des Juifs d'Europe. Et ces images, on les connaît depuis longtemps, hein, notamment celle du ghetto de Varsovie, par exemple. En revanche, les images qui ont été découvertes récemment, ce sont, et notamment dans les pays de l'Est, ce sont des photographies qu'on avait déjà, mais qui ont été très largement complétées sur les assassinats commis par les Einsatzgruppen sur le territoire de l'Union soviétique. Et là, le corpus s'est considérablement élargi. Et par ailleurs, nous reviennent de plus en plus toutes ces images qui sont des images privées, des photographies en particulier, prises par les soldats allemands et qui se trouvaient dans des greniers, dans des albums de famille et qui sont revenus aussi dans les archives. Ça donnait une visibilité à ces événements dont on a moins parlé dans les années qui ont suivi la guerre. La première grande opération d'envergure, c'est celle qui a lieu en 1940 dans le ghetto de Lodz, dans lequel les opérateurs des compagnies de propagande vont véritablement débarquer avec des ordres très précis de Goebbels de tourner la population du ghetto avec comme objet, au fond, de réaliser des portraits qui soient conformes aux caricatures antisémites nazies. Et avec le choix des sujets, des angles de prise de vue, vont composer des portraits qui finalement tentent de correspondre aux clichés de la propagande antisémite nazie. Or, le cynisme absolu de ces tournages, c'est bien évidemment que les nazis à Lodz vont exploiter les conséquences de ce qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est-à-dire la situation du ghetto, la ghettoisation, avec ce qu'elle entraîne, à savoir la malnutrition, les maladies, et exploiter toutes ces conséquences de la politique de ghettoisation pour les mettre au compte d'une sorte de dégénérescence de la race juive. Donc on est là véritablement dans le cadre des documentaires de propagande de 1940 qui tentent aussi de préparer l'opinion nazie à haïr les juifs. Et ces films d'ailleurs ont raté souvent leur cible parce qu'ils ont été très fortement rejetés dans les salles où ils ont été projetés. Et puis, si on se déplace dans le temps, un autre tournage d'envergure a lieu dans le ghetto de Varsovie en mai et juin 1942. Et là, je dirais la ligne directrice, le fil rouge de la mise en scène est déjà différent. La part de jeu et de fiction est beaucoup plus affirmée. On ne sait pas exactement quel était l'objectif de ce film qui n'a jamais été terminé, mais on a beaucoup de témoignages dans les journaux des ghettos, je pense à ceux de Tcherniakov, de Ringelblum, qui expliquent comment cette équipe d'opérateurs est arrivée et a remis en scène la vie du ghetto en forçant les Juifs à jouer des rôles dans le cadre d'une mise en scène de fiction qui avait comme objectif de opposer
les juifs riches nantis du ghetto et la misère des autres sur un thème très simple, celui de l'exploitation des juifs par les juifs, avec comme objectif évidemment, là encore, de faire disparaître la situation même du ghetto, qui était cette situation de coercition sous le contrôle des nazis. Le public allemand choisit le juif sus incontestablement. Le juif sus est un immense succès, alors même que Der ewige Jude, le juif éternel, est un échec. Alors, ça s'explique par toute une série d'éléments, et notamment par le fait que Vaterland joue sur le genre de la reconstitution historique, du film à grand spectacle, sur la séduction de ses acteurs. Et ce qui est frappant, c'est que, en revanche, les scénarios de deux films sont exactement les mêmes. C'est exactement la même histoire qui est racontée par le documentaire avec des images d'archives, mais évidemment mises en scène. Et puis, pour la fiction, mais la séduction du film de Vaterland est totale. Et on voit bien ici toutes les ambiguïtés, les ambivalences de la propagande nazie. Parce que quand Vaterland avait l'idée de tourner dans le ghetto de Lublin. Il n'a pas pu le faire et il a proposé de faire venir les figurants en Allemagne pour le tournage du film. Goebbels a refusé, considérant qu'on n'allait pas faire rentrer des juifs pour un film qui montrait qu'évidemment il fallait les expulser. Et par ailleurs, il y avait une épidémie, je crois, dans le ghetto, je ne sais plus si c'était le ghetto de Lublin ou le ghetto de juifs. Mais on voit bien cette espèce d'ambiguïté incroyable qui fait que pour un film de fiction, il y a cette idée de mobiliser des figurants juifs contraints dans le cadre d'une mise en scène de fiction, et puis des films documentaires qui vont très loin dans la mise en scène du réel, et que finalement ce flottement incroyable montre aussi à quel point l'entreprise de propagande antisémite des nazis était ambivalente et parfois incohérente, y compris dans le juif sus, puisque l'interprète du juif sus, Ferdinand Marian, a reçu de nombreuses lettres d'amour d'admiratrices. Donc il y a quelque chose qui finalement, dans le cadre de la propagande, résiste toujours et se retourne finalement souvent, parfois avec le temps, contre leurs auteurs. Et c'est finalement quelque chose de tout le moins de réconfortant. Le camp ghetto de Theresienstadt, qui est situé à 60 km au nord-est de Prague environ, est un camp qui avait une double fonction. À partir de 1942, les nazis vident entièrement cette ville fortifiée et vont transformer Theresienstadt donc en camp ghetto ayant pour double fonction d'être un centre de transit, donc vers un lieu de transit pour les déportations vers l'Est, notamment à Auschwitz, et dans le même temps un camp de rassemblement pour les Juifs du Grand Reich, Bohême-Moravie, Allemagne, Autriche. L'histoire de Theresienstadt évolue encore à partir d'octobre 1943, puisque à cette date sont arrêtés et envoyés à Theresienstadt des Juifs danois, et le gouvernement danois demande l'autorisation de visiter ces ressortissants. Et cette demande fait suite à une autre demande qui avait été faite par la Croix-Rouge internationale. Eichmann va donner l'autorisation à une condition, que cette visite soit retardée au printemps 1944. Et le camp ghetto de Theresienstadt va faire l'objet, à partir de décembre 1943, d'une opération dite d'embellissement, au cours de laquelle on va vraiment transformer, apprêter le camp en camp de propagande, en village Potemkin, en procédant
à la construction de bâtiments qui n'existaient pas, un jardin pour enfants, un kiosque à musique. On va repeindre les façades, nettoyer les rues, frotter les pavés et construire des faux magasins avec des vitrines achalandées. Bref, préparer cette visite qui aura lieu le 23 juin 1944. Et le film Theresienstadt s'inscrit véritablement dans le prolongement de cette visite de la Croix-Rouge internationale, le film d'ailleurs exploitant les décors qui ont été mis en place pour cette visite. Ce film est adressé aux pays neutres, aux pays alliés, aux institutions internationales. Il s'agit de les tromper, d'abord sur la situation des Juifs à Theresienstadt, en donnant l'image d'un lieu de villégiature paradisiaque. Et puis surtout, il s'agit de faire écran à l'extermination des Juifs qui se passe à l'Est et de nier la nature même du camp ghetto qui est un lieu de transit, c'est-à-dire l'antichambre vers la mort à l'Est. Et donc, c'est l'objectif de ce film. Le film, il est connu sous un titre apocryphe, Hitler offre une ville aux Juifs, qui est un titre qui a été donné par ironie par les internés juifs eux-mêmes, et notamment au moment des procès d'après-guerre. Il s'appelait en fait Theresienstadt, documentaire sur la zone de peuplement juif. Et c'est un film qui a été commandité par la Gestapo de Prague. Et sa grande particularité, c'est d'avoir été confié aux internés juifs et notamment d'en avoir confié la réalisation à Kurt Geron. C'est un tournage sous contrainte, un tournage sous la terreur. Évidemment, il faut comprendre la particularité absolue de ce film qui d'abord constitue un piège pour les internés, puisqu'il s'agit de participer à leur corps défendant, à un film qui va camoufler la réalité de leur situation. Donc, ils se trouvent véritablement pris dans ce piège. Par ailleurs, évidemment, Kurt Geron travaille sous la contrainte et un contrôle très très étroit des nazis, du commandant du camp qui s'appelle Karl Rahm. Et le paradoxe de ce film, au fond, c'est que s'y rencontrent deux logiques apparemment totalement contradictoires. On pourrait dire que Theresienstadt est tournée comme une fiction à grand spectacle, avec un casting, un scénario, des répétitions, des décors, des costumes, et surtout eh bien, les milieux de figurants qui ont été mobilisés pour le film, qui sont évidemment recrutés de force au sein de cette main-d'œuvre esclave. Et il ne s'agit pas évidemment pour eux de refuser de tourner. On est frappé en regardant ce film, notamment par cette espèce de comédie des sourires, sourires affichés par tous les figurants, et on voit à quel point le contrôle était fort sur les armées de figurants qui ont reçu comme ordre de sourire à la caméra et de ne jamais regarder la caméra. Et les directions de regard, cette espèce de totalitarisme du sourire, saute aux yeux quand on voit ce film et dénonce la propagande. Et dans le même temps, il y a des petits signes, des petites choses presque imperceptibles, des petits détails qui viennent aujourd'hui nous alerter et qui nous montrent les conditions de ce tournage sous la terreur, qui sont justement des mouvements imperceptibles, des visages, des corps, de quelques sujets filmés qui tentent d'échapper au contrôle totalitaire de la caméra. Et ce sont des petits signes, un regard qui va très subrepticement regarder la caméra, un geste de protestation très rapide, une main qui cache un visage pour échapper à la caméra. Et c'est dans tous ces petits signes, évidemment, que s'exprime la qualité documentaire du film qui nous est léguée en quelque sorte. Le tournage terminé, Kurt Geron et de très nombreux internés qui ont joué dans le film sont déportés par convoi entier vers Auschwitz, où une majorité d'entre eux sont gazés.
Le tournage qui a lieu dans le camp de Westerbork, le camp de Westerbork, c'est le principal camp de transit aux Pays-Bas. Pour le dire vite, c'est un peu le Drancy hollandais, hein, où ont transité l'essentiel des Juifs des Pays-Bas arrêtés pour être déportés vers l'Est, hein, parmi lesquels l'emblématique Anne Frank. Et ce camp a comme donc particularité qu'il y a eu aussi un tournage en mars et mai 1944, un tournage qu'on peut comparer à certains égards au tournage de Theresienstadt et en même temps qui en diffère très largement. Ce film est confié à une équipe d'internés juifs. C'est notamment un photographe qui s'appelle Rudolf Bruslauer qui se voit chargé de la réalisation de ce film. Et le scénario en est écrit par un autre interné juif qui s'appelle Heinz Stottmann. Donc il y a des points communs et il y en a aussi dans les scènes, ou au moins a priori dans les scènes qui sont tournées, parce que Guéméquer donne l'ordre de tourner les activités du camp, c'est-à-dire essentiellement le travail, mais également des scènes de loisirs, des scènes de spectacle, des scènes de cabaret, puisque le cabaret de Westerbork était extrêmement connu et renommé. Les différences sont majeures également. La première différence, c'est d'abord que le film est resté à l'état de rush prémonté. C'était un film muet. Et il est filmé de manière très différente par une équipe qui est plutôt une équipe d'amateurs. Et enfin, la différence majeure, c'est bien évidemment que sont filmés ce qui faisait l'objet de l'angle aveugle de Theresienstadt, à savoir la déportation vers l'Est. Tout le film Theresienstadt a pour objet de taire l'activité de transit du camp, alors même qu'à Westerbork, on filme, donc Breslauer et son équipe filment le départ d'un convoi qui est un convoi mixte de juifs et de tziganes à direction de Bergen-Belsen et surtout d'Auschwitz pour les wagons de marchandises. Et ces images sont filmées et elles sont toujours, à ce jour, les seules que l'on connaisse montrant la déportation de l'Ouest vers l'Est. Donc, ce sont des images évidemment infiniment précieuses et infiniment rares. Et dans le même temps, ces images sont tout à fait saisissantes, je dirais par leur insoutenable légèreté. Tout semble paisible dans cet embarquement, alors même que, évidemment, notre savoir sur l'événement fait que nous savons que grande majorité de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, on voit certains de ces vieillards qui montent dans le train, ont rendez-vous avec la mort, qui partent vers Auschwitz et qu'une grande partie d'entre eux a été gazée dès l'arrivée. Le premier qui va les faire connaître, c'est assurément Alain Resnais, qui les redécouvre à l'Institut historique de Amsterdam et qui va visionner l'ensemble des rushs et être tout à fait frappé par ces images, par cette double nature à la fois implacable et paisible. Et en grand monteur, Resnais va retravailler ces images. D'abord, il va choisir un montage plus nerveux qui accentue le côté implacable de l'opération de déportation. Il va également donner un rythme qui n'existait pas dans les images, notamment on voit une vieille dame portée sur un brancard qui part dans un sens et puis plus tard dans les roches qui repasse dans l'autre sens, et il va insérer entre ces deux images de l'aller et du retour de cette civière un geste de Guéméquer laissant à croire que c'est Guéméquer qui dirige la direction de la civière et qui modifie un petit peu le rythme de ces images. Et enfin, Resnais va choisir finalement de pratiquer une greffe, de rajouter des images, alors même que dans Nuit et brouillard, il monte intégralement des images qui appartiennent à Westerbork, ce qui est rare dans Nuit et brouillard, c'est-à-dire une homogénéité totale de ces images. Il va insérer deux plans qui viennent de Pologne, qui montrent d'autres déportations,
possible que ce soit depuis Varsovie, on voit un vieux monsieur avec 3 petits-enfants qui avance sur le quai et qui, à un signal qu'on devine, font face à la caméra. Et ce plan extrêmement déchirant, douloureux, Resnais le monte en quelque sorte pour inquiéter ces images qu'il trouve trop paisibles. Et puis ces images, elles font signe à un autre plan qui est dans le film et qui déjà dans les rushs se signalait à l'attention, qui est cette image de la petite fille au foulard que l'on aperçoit dans l'entrebâillement des portes de ce wagon. Nuit et brouillard est véritablement un moment, le premier moment après celui de la libération des camps où reviennent les images qui ont été montrées par les actualités filmées en 1945 et où s'installe de manière durable dans la conscience collective la question de la déportation qui a fort peu intéressé dans l'immédiate après-guerre les Français et qui a pratiquement été ignoré par le cinéma français. Le mot juif n'est prononcé qu'une seule fois, mais il serait trompeur de s'en tenir aux commentaires, puisque la particularité de Nuit et brouillard, c'est précisément que ce film va sans doute pour la première fois ouvrir, lever un coin du voile sur l'extermination des Juifs par les images qui sont choisies par Alain Resnais et aussi par la décision de tourner à Auschwitz et Birkenau. Et d'une certaine manière, y compris par toute l'histoire de l'écriture de ce film, Nuit et brouillard est un film qui répond à une commande qui s'inscrit totalement dans la logique de l'après-guerre, à savoir un film sur le système concentrationnaire, et donc centré sur l'expérience des déportés résistants. Et dans le même temps, Alain Resnais, Olga Wormser, qui est l'une de ces, qui est la conseillère historique d'Alain Resnais, vont faire entrer cette histoire autre, cet événement qu'est l'extermination des Juifs, par la complexité du récit à partir de 1942, mais aussi par le choix des images qui s'y trouvent. On pourrait dire qu'il s'agit d'images muettes de la Shoah, de l'extermination des Juifs, et qui vont être réveillées par les regards successifs portés par la suite sur Nuit et brouillard, et au moment de la sortie du film, par, je dirais, les spectateurs particulièrement concernés par l'extermination des Juifs, qui vont immédiatement y voir les familles des déportés juifs morts dans les camps, y voir des images qui se rapportent à cet événement qui n'est pas encore prégnant dans la mémoire collective. Nuit et brouillard, à travers ces images, va rendre le corps des disparus. Et il y a véritablement une opération qui fait que Nuit et brouillard, au sens fort, a été aussi une œuvre de sépulture pour tous ces gens, les enfants, les familles de déportés juifs disparus sans laisser de traces. Et c'est cette capacité qu'a Nuit et brouillard d'être ce lieu de mémoire portative sur lequel on projette en permanence les grilles de lecture du présent qui fait qu'il a été utilisé à partir des années 80-90, presque comme un réflexe conditionné, chaque fois qu'il y avait un événement qui évoquait l'antisémitisme, le racisme. Le grand moment d'interrogation de la conscience française par rapport à l'antisémitisme, à la collaboration d'État, c'est la sortie du Chagrin et la Pitié en 1971, sortie très mouvementée. Ce film qui avait été réalisé dans le cadre de la télévision, finalement va sortir dans les salles de cinéma et faire l'objet d'une, je dirais, d'un
d'un débat extrêmement vif au sein de la société française, être beaucoup vu et porté par une nouvelle génération qui était la génération de mai 68. Et c'est le premier film documentaire qui, outre là encore ses grandes qualités et son aspect novateur, va véritablement mettre au cœur du récit sur la Seconde Guerre mondiale à partir de ce lieu qu'est Clermont-Ferrand, la question de l'antisémitisme français et puis de la collaboration d'État. La position de Simone Weil, au fond, qui était partagée par d'autres de ses contemporains, c'était de considérer finalement que l'image qui était donnée de la France était caricaturée et tirait vers une noirceur excessive. D'une certaine manière, le projet de Marcel Ophuls, c'est un projet qui naît aussi de l'opposition à ce qui a dominé dans la période gaullienne, à partir du moment où général de Gaulle revient au pouvoir, qui est la construction d'un nouveau modèle de mythe héroïque qui mettait en avant au contraire l'idée que la France aurait été largement composée de résistants. Et d'une certaine manière, dans sa construction, dans le choix des témoignages, des archives, Marcel Ophuls va quand même essayer d'imposer un contre-mythe à ce qu'il appelait le déferlement d'autosatisfaction qu'on voyait à l'ORTF, et donc construire son film dans ce cadre-là. Et de ce point de vue-là, il y a un débat. Les Français n'ont pas été aussi pourris qu'on le montre. La France n'était pas aussi noire, mais c'était une manière de réagir à la légende rose. Et donc, il y a des mémoires concurrentes, des mythes concurrents. Holocauste est passé à la télévision. Le feuilleton Holocauste est véritablement l'objet d'un bouleversement total, parce que ce film-là véritablement fait entrer la question du génocide des Juifs dans la culture populaire. Et c'est un moment absolument majeur, parce que au fond, on peut dire que l'objectif de Chomsky, et donc avec les moyens, les outils de la télévision, du feuilleton, du mélodrame, de tenter de porter à la connaissance d'un large public des faits qui demeurent encore largement inconnus. Et c'est cette prise de conscience très brutale qui va véritablement innerver dans toutes les sociétés et dans toutes les couches de la société. Et c'est pour ça que c'est un moment absolument majeur, parce que l'audience est considérable, et que autour de la diffusion de ce feuilleton, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne et également en France, il y a de très nombreux débats. La particularité des débats français, c'est qu'il y a aussi un débat sur la forme et sur ce qui est considéré comme le kitsch du feuilleton de télévision, et la question aussi des limites de la reconstitution d'un tel événement. Mais c'est un moment absolument majeur dans la mémoire de plusieurs pays, et en tout cas pour les États-Unis, l'Allemagne et la France. Au moment où sort le feuilleton Holocauste, Claude Lanzmann est déjà en train de travailler sur Shoah, et il se saisit de la sortie de ce film pour mettre en place sa propre, je dirais, sa propre manière d'envisager le rapport du cinéma à cet événement-là. Et évidemment, il va mettre en avant tout ce qui pose problème dans le feuilleton Holocauste, à savoir évidemment cette reconstitution hollywoodienne qui met aussi l'accent sur l'identification à outrance avec des personnages interprétés par Meryl Streep et d'autres. Donc la question de la reconstitution par la fiction, la question du kitsch, et puis dans le même moment, on peut penser qu'il a déjà mis en place sa réflexion sur, au fond,
l'impuissance des images à rendre compte de l'événement, et je pense cette fois-ci aux images d'archives. Donc, d'une certaine manière, évidemment, il est en train de préparer la radicalité de ce que va être la sortie de Shoah. Ce film, à la fois, va, d'une certaine manière, être un des premiers à être entièrement centré sur cette question qu'est l'extermination des Juifs, y compris dans sa chronologie, en choisissant finalement de resserrer la chronologie autour des premiers gazages à Remno. Donc la manière de resserrer, je dirais, l'événement autour de son cœur, de son centre, qui est l'extermination des Juifs dans la chambre à gaz. C'est sans doute un premier élément dans la manière dont il construit son récit. La force, évidemment, de ce geste qui consiste à arpenter les lieux, la force des entretiens, des témoignages. Et je dirais qu'il y a aussi cette radicalité du film dans le rejet de l'image d'archives qui va sans doute permettre à beaucoup de contemporains de comprendre et d'énoncer ce que jusqu'ici les historiens avaient saisi, mais qui n'était encore pas formalisé de cette manière, à savoir l'absence d'image de l'extermination des Juifs dans la chambre à gaz. C'est frappant quand on va à Cracovie et d'une certaine manière, on éprouve le sentiment qu'on est en train de basculer dans le décor d'un film. Donc notre rapport au réel est modifié par cette espèce de construction d'un tourisme du souvenir auquel le film participe sans doute. Quand Spielberg réalise la liste de Schindler, contrairement à Chomsky, il n'arrive pas sur un terrain vierge en ce sens que les spectateurs auxquels il s'adresse sont déjà des spectateurs informés par différents films, par des livres, par les médias sur cet événement-là. Et on voit bien la manière dont justement Spielberg va spéculer sur ce savoir dans cette scène qui a été si abondamment discutée de la fausse salle de douche, puisque pour que le suspense fonctionne, il faut qu'évidemment le spectateur s'attende à ce que du gaz et non de l'eau sorte des pommeaux de douche, ce qui a pour conséquence que, évidemment, Spielberg se fonde sur ce qui suppose être un savoir de ses spectateurs, le gazage dans les chambres à gaz déguisées en douche, si ce n'est que ce savoir est en fait un fantasme, puisqu'on sait très bien que le gaz ne sortait pas des pommeaux de douche, mais qu'il s'agissait de cristaux de cyclone B qui étaient envoyés par le toit et qui passaient à l'état gazeux au contact du sol, ce que montre par ailleurs, de manière extrêmement didactique, le film de Chomsky, Holocauste. L'initiative prise par Spielberg d'utiliser une partie de l'argent pour lancer des témoignages avec une définition qui n'a plus rien à voir avec celle de Yale est survivant toute personne qui au fond a été au contact et a vécu pendant la période de l'événement, avec aussi un protocole de témoignage qui est très différent et une volonté de couvrir quasiment, de quadriller la planète avec une entreprise véritablement d'industrialisation de la mémoire. Donc on voit que ces films, par-delà évidemment les questions cinématographiques qu'ils peuvent poser, ont une influence durable, majeure sur la société. Ce qu'il est bon de faire, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie jamais que ce sont des images de propagande, et de trouver des dispositifs qui rendent compte du fait que ces images ont bien été prises dans un certain contexte, et de ne pas les utiliser de manière purement illustrative dans le cadre de récits qui ne rendent pas compte de leurs conditions de production. Donc ça, c'est, je dirais, la première précaution à prendre, c'est bien celle-ci. On a beaucoup débattu sur le film Le Temps du ghetto de Rossif, parce que
il évoque dans son générique, dans son avertissement, le fait que ces images du ghetto sont prises par les nazis, mais par la suite, ces images viennent illustrer le propos des survivants du ghetto. Et évidemment, on éprouve une certaine gêne à voir ces images qui ont été mises en scène par les nazis venir illustrer ce qu'a été la vie dans le ghetto, alors même que nous savons qu'elles ont été complètement construites et mises en scène dans ce cadre-là. Par ailleurs, ces images, elles débordent toujours la volonté de ceux qui font de la propagande. Et au fond, c'est aussi en cela qu'elles nous intéressent. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour reprendre les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure, ces films de propagande, par exemple celui de Theresienstadt, il nous livre avec le temps, un peu comme les étoiles mortes, une sorte de message. Il fait revenir vers nous ces visages de gens qui sont morts, qu'on aurait pu oublier. Et de cette manière-là, quelque chose échappe de toute façon à l'entreprise des nazis, qui était précisément celle de la destruction. Donc ces images, il faut les utiliser. Il faut les utiliser avec précaution et arriver, sinon à rendre compte de ce regard, à alerter les spectateurs là-dessus, et surtout à ce qu'ils ne se leurrent pas sur la nature de ces images. Et au fond, c'est en acceptant de les regarder autrement, de commercer autrement avec elles, que finalement, elles parviennent finalement à se retourner contre ceux qui les ont prises. Je parle de surexposition médiatique de la Shoah. Si on considère la question de la mémoire et de la place de la Shoah dans l'imaginaire collectif, il y a véritablement un mouvement de balancier qui s'est mis en place après une première phase où la question du génocide des Juifs a été très largement ignorée par le cinéma français. Les années 70, tout particulièrement la fin des années 70, marque un moment d'émergence, même si le premier moment c'est le procès Eichmann, émergence y compris dans la culture populaire avec des films comme Holocauste, le téléfilm américain de Chomsky, et on peut considérer que depuis la fin des années 70, cet événement continue à être dominant dans la mémoire collective, dans la manière dont les médias évoquent la Seconde Guerre mondiale, quitte à finalement placer dans l'ombre d'autres événements qui étaient au contraire au cœur des préoccupations dans l'immédiat d'après-guerre, et je pense en particulier à la résistance ou à la déportation des résistants. Donc on a toujours eu des effets de balancier et un équilibre difficile à trouver entre toutes les mémoires liées à la Seconde Guerre mondiale. Cet événement, par ailleurs, est à ce point paradigmatique qu'il est la grande référence du mal absolu et en permanence ressaisi au prisme du temps présent. Chaque événement est convoqué en fonction de cet imaginaire de la Shoah, du génocide des Juifs, et ça explique aussi sans doute son importance dans la mémoire collective, dans les médias. On est par ailleurs dans une période aujourd'hui qui, sur le plan, je dirais, de l'exposition médiatique de l'histoire, met en avant, je dirais, un rapport au passé qui passe par le prisme des émotions, parfois du pathos, et cet événement-là est réinvesti dans une lecture très émotionnelle du passé qui correspond aussi à l'esprit du temps.